La clé ne rentrait pas. J'ai réessayé, plus lentement cette fois, pensant que ma main était peut-être raide à cause du froid, ou que j'avais pris la mauvaise clé du trousseau. Mais elle s'accrochait inutilement à la serrure, refusant de tourner. La lumière du porche au-dessus de moi vacillait faible et jaune comme si elle ne savait pas si elle devait continuer d'essayer ou abandonner. J'ai regardé vers la fenêtre. Le rideau bougeait à peine, mais je l'ai vu obelant. Le regard perçant, la bouche crispée. Elle s'est figée une demi-seconde, puis a refermé le tissu comme si elle avait claqué une porte sans la toucher. J'ai frappé une fois. Puis une deuxième fois. Pas fort, juste assez pour couvrir le bourdonnement de la lumière du porche et les battements de mon cœur. J'ai attendu. Et puis je l'ai vu. Valentin. Il apparut derrière elle. Mon fils. Le garçon que j'avais élevé à force de garde de nuit, de soupe brûlée et de brut dans la cour de récréation. L'homme en qui je pensais pouvoir encore avoir confiance, même si nos paroles s'étaient raréfiées. Même si Belan ne cachait plus ses soupirs lorsqu'elle entrait dans une pièce. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis s'est retourné et est parti. Aucune explication. Aucune voix pour dire « Attends, maman ». Pas même un geste. Je suis resté là une minute entière, le sac plastique dans ma main s'affaissant sous le poids du riz et des canettes cabossées. J'avais mal au dos. Mes chaussures étaient humides à cause de la neige fondue qui n'avait pas fondu sur le trottoir. Pourtant, je n'ai pas bougé. Parce que partir signifiait accepter ce qui venait de se passer. Que la maison que j'avais nettoyée, pliée et réparée pendant 6 ans s'était fermée sur moi, sans un mot. Mon téléphone portable vibrait dans la poche de mon manteau. Un texte de Belan. Valentin a dit que tu restais temporairement. Je suis désolé, mais ça ne marche plus. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. Je n'ai pas répondu. Je quittai le porche, laissant le froid s'installer profondément dans ma poitrine. La lumière du porche bourdonnait derrière moi, s'affaiblissant à chacun de mes pas. Je n'ai pas regardé en arrière alors que je marchais jusqu'au coin, espérant que la rue suivante aurait un endroit à n'importe quel endroit où je pourrais m'asseoir. Je suis resté sur les marches plus longtemps que prévu. Le froid s'infiltrait à travers le béton et me montait dans les jambes, mais je n'ai pas bougé. Une partie de moi pensait qu'ils avaient peut-être simplement besoin de temps. Que Valentin sortirait, le regard excusé. Ou que Belan ouvrirait la porte avec une excuse inventée ou n'importe quoi qui me permettrait de croire que ce n'était pas ce qu'il semblait être. Mais la lumière du porche continuait de bourdonner. Et personne n'est venu. J'ai vérifié mon téléphone. J'ai 10% de batterie. J'ai quand même appelé Valentin. Directement sur la messagerie. Je n'ai pas laissé de message. Je ne savais pas quoi dire pour ne pas paraître pathétique. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS. Je suis dehors. J'ai attendu 5 minutes. Rien. Puis un autre message est arrivé. De Belan. Ne faites pas de scène, s'il vous plaît. Valentin a dit que vous pouviez rester temporairement. Il n'était pas d'accord pour que ce soit pour toujours. Je l'ai regardé sous la lumière du porche. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e fois, juste pour m'assurer de n'avoir oublié aucun mot plus doux ou une pointe de gentillesse entre les lignes. Je ne l'avais pas fait. Je me suis relevé lentement. Mes genoux n'étaient pas contents. La poignée du sac de course commençait à se casser, alors je l'ai attrapé par le bas et je suis parti de la maison que j'avais nettoyée, balayée et rafistolée comme si c'était la mienne. Au coin, j'ai tourné à gauche sur la rue Morlot. Il y avait un vieux banc en bois devant un salon de coiffure fermé. Je m'y suis assis. Il craquait sous mon poids, comme s'il n'était pas sûr de pouvoir me supporter non plus. De l'autre côté de la rue, la lumière d'un porche s'est éteinte. Le quartier se rassemblait aux portes verrouillées, rideaux tirés. J'ai ajusté mon manteau et croisé les mains sur mes genoux. Le froid était plus intense que tout ce que j'avais ressenti ce jour-là. J'ai fermé les yeux. Pas pour dormir, juste pour masquer la vue sur la rue déserte. Le banc n'avait pas de coussin, mais au moins ce n'était pas le pas de porte de quelqu'un d'autre. J'ai appuyé ma tête contre le mur et j'ai attendu que le ciel change. Au moment où le soleil a percé les nuages, je sentais à peine mes genoux. Je me suis levé du banc comme pour soulever une pierre, chaque articulation protestant, chaque muscle raidi par le froid de la nuit. Le sac de course s'était cassé à un moment donné. Un oignon avait roulé sous le banc, abîmé et oublié. Je n'ai pas pris la peine de le ramasser. J'ai marché vers l'est en direction de l'avenue Reforma.
Cela a pris plus de temps que prévu. Je me suis arrêté un jour pour m'asseoir sur une borne d'incendie et reprendre mon souffle. La ville tournait autour de moi comme si je n'y avais plus ma place. Elias n'avait pas eu de mes nouvelles depuis plus de 3 ans. Nos derniers mots avaient été durs, empreints d'une fierté que nous ne pouvions tous les deux pas digérer. Mais maintenant, j'espérais que le temps avait adouci les choses. Peut-être se souvenait-il encore de la sensation de ma main sur son front pendant ses fièvres. Comment je fredonnais pour le calmer après ses cauchemars. J'ai trouvé le bâtiment bas en briques rouges. Les volets étaient tordus aux fenêtres. J'ai sonné 2 fois à l'interphone. La porte s'ouvrit et une jeune fille pâle aux cheveux roux en bataille apparut. Son visage était méfiant. Je l'ai reconnue grâce à une photo sur Facebook, même si nous ne nous étions jamais rencontrés en personne. C'était la petite amie d'Elias. Myrta, peut-être. Elle m'a regardé de haut en bas, les bras croisés. Elias est là, demandai-je, connaissant déjà la réponse. Non, ce n'est pas le cas, dit-elle. Et avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, la porte s'est fermée avec un clic entre nous. J'ai attendu sur le pas de la porte. 10 minutes. 15. Puis mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Un message de Belan. Je ne peux pas, Valentin a appelé. Il a dit que c'était difficile. Je ne peux pas gêner. Peut-être un refuge. J'ai regardé le message. Les mots semblaient avoir été écrits par le fils de quelqu'un d'autre. Je me suis affalé sur le trottoir devant l'immeuble. Le béton était encore humide de la nuit froide. Un homme est passé, promenant son chien. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas hoché la tête. Il a continué, comme si j'étais une partie de la cire. Je suis resté là. Non pas parce que j'avais de l'espoir, mais parce que je n'avais toujours nulle part où aller. À midi, le vent s'était levé, un de ces vents qui ne hurlent pas mais qui s'infiltrent lentement, se glissant sous les manches, s'installant derrière les genoux. Je marchais sans but, bougeant juste pour réchauffer mon sang. Quand j'ai découvert le parc, il était presque vide. Juste un couple avec une charrette et un homme d'un certain âge nourrissant silencieusement des pigeons. J'ai choisi un banc proche du chemin mais suffisamment loin du bruit. Être visible sans être remarqué me semblait plus sûr. Le banc craquait quand je m'assis. Je bougeais prudemment jusqu'à ce que la douleur dans mon dos s'atténue. Mes doigts étaient raides. J'ai sorti le dernier morceau du sac de course, une banane molle, tachetée de brun. Je l'ai pelée lentement et j'en ai mangé la moitié, plus par devoir que par faim. Un agent de sécurité vêtu d'un gilet fluo est passé. Son regard s'est posé sur moi, sec mais alerte. « Tout va bien, madame ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur » dis-je en hochant la tête. « Je repose juste mes jambes. » Il hésita une seconde de plus que nécessaire, puis hocha la tête et poursuivit. Je l'ai observé jusqu'à ce qu'il prenne le virage. Je me suis adossé. Le ciel était pâle. Fatigué. Comme s'il en avait trop vu et ne voulait plus rien essayer. Puis le souvenir est apparu. Pas celui que je cherchais. Celui qui me cherchait. Le bébé que je n'ai jamais nommé avait maintenant 18 ans. Sans travail. Sans soutien. Juste une onde pesante dans ma poitrine, et des voix tout autour de moi qui disaient un jour, c'est pour le mieux. Les papiers d'adoption étaient très clairs. Je les ai signés sans même en lire la dernière page. Je me suis dit que j'oublierais. Que ça ferait moins mal avec le temps. Mais maintenant, assis sur un banc de parc avec rien d'autre que des provisions cassées et une dignité meurtrie, j'ai murmuré quelque chose que je n'avais pas osé dire depuis des décennies. Je me demande s'il me laisserait entrer. Les mots s'échappaient comme la vapeur d'un tuyau cassé. Silencieux, inutile. Et certain. J'ai fermé les yeux. Et laissé la brise me caresser les joues. Quelque part sur le sentier, quelque part ralentir. La nuit était redevenue silencieuse, ce silence profond, presque sacré, juste avant l'aube. J'étais à moitié réveillé, la tête appuyée sur le bord du banc, quand j'ai entendu la voiture, pas le crissement d'un moteur, ni le bruit d'une radio, juste le léger frottement des pneus sur la chaussée mouillée. Je ne bougeais pas. À mon âge, on apprend à attendre avant de réagir. Mais la porte s'ouvrit et une paire de chaussures cirées entra dans mon champ de vision. Puis une voix basse est posée. « Madame Célina Montero ?» J'ouvris lentement les yeux. Je me redressai, incertain. Mes mains agrippèrent le bord du banc, comme si le bois lui-même pouvait me dire quoi faire. « Oui » dis-je,
plus une question qu'une réponse. Elle se pencha légèrement, juste assez pour me regarder dans les yeux. Je m'appelle Tadeo. Je crois que je suis son fils. Tout autour de moi s'est arrêté, les arbres, l'air, même la douleur dans ma colonne vertébrale. Elle l'a dit clairement, comme si je ne la craignais pas, comme si je ne portais pas en moi des décennies de silence et de honte. Adoptée, ajouta-t-elle doucement. J'ai commencé à la chercher il y a quelques années. Je ne voulais pas m'immiscer dans sa vie. J'ai attendu le bon moment. J'ai regardé le banc, la fine couche de givre sur la manche de mon manteau. Mais quand je l'ai vue ici, dit-elle, j'ai pensé que le bon moment était peut-être venu. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma gorge était serrée au point de me faire mal. Je suis resté à proximité, continua-t-elle. Au cas où. J'ai un logement. Tu n'as rien à dire. Tu n'as même pas à rester. Mais je ne peux pas te laisser ici. Elle s'est dirigée vers le SUV, a ouvert la portière passager et est restée là. J'ai regardé le sac à mes pieds presque vide maintenant, à l'exception de quelques biscuits écrasés. Et puis, elle n'a pas insisté. Elle a attendu. Et pour des raisons que je n'ai pas cherché à comprendre, je me suis levé et je me suis approché d'elle. Mes jambes tremblaient. Elle a tendu la main, non pas pour me tirer, mais juste pour me tenir. Je l'ai prise. Et nous y sommes allés. L'appartement était calme, pas silencieux, comme dans un bon appartement. Les espaces le sont. L'air chaud, la musique douce, les lumières qui n'éblouissaient pas. Il y avait une légère odeur d'orange et de fleurs. Le groupe avait peut-être un effet apaisant. Tadeo n'a pas dit grand-chose en chemin, et je n'ai posé aucune question. Mon corps était fatigué, mais mon esprit s'emballait, essayant de combler les vides entre le 18 et maintenant. Il a ouvert la porte, m'a laissé entrer en premier, puis s'est écarté, comme s'il ne voulait pas me submerger. Il y avait un peignoir plié sur le comptoir de la salle de bain, des pantoufles, une serviette si douce qu'elle semblait n'être plus qu'un souvenir. Je suis resté sous la douche jusqu'à ce que l'eau chaude devienne tiède, lavant non seulement la saleté des jours précédents, mais aussi quelque chose de plus profond. Quelque chose que je n'avais pas nommé depuis des années. À mon départ, les vêtements qu'il m'a donnés n'étaient pas ostentatoires, juste propres, amples et confortables. Le genre de vêtements qu'on porte dans un endroit où on n'attend rien de nous. Il était dans la cuisine, versant de la soupe dans des bols de tomates. À en juger par l'odeur, des sandwichs au fromage grillé étaient empilés sur une petite assiette entre nous. Il s'est assis en face de moi, les coudes hors de la table comme un étudiant attendant un professeur qui n'est pas encore arrivé. « Tu ne me dois rien », m'a-t-il dit après ma première bouchée. Je voulais juste qu'elle soit en sécurité. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas répondu. Ma voix n'était pas prête. Et il n'a pas insisté. Nous avons mangé lentement. J'essayais de ne pas me précipiter, même si mes mains tremblaient de quelque chose que je ne pouvais nommer, la gratitude, la confusion, la peur de me réveiller. Après le dîner, il m'a montré une chambre d'amis avec un couvre-lit vert pâle et une lampe qui semblait sortir tout droit d'une séance photo. J'ai touché le bord du lit, comme si elle allait disparaître. En m'allongeant, je n'ai pas pleuré. Je pensais que je pleurerais, mais non. J'ai juste fixé le plafond un moment, traçant des motifs dans le plâtre, écoutant le murmure du jazz à travers le mur. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas endormi avec une liste de choses à faire. Le matin est venu doucement, sans aucune exigence. Je me suis réveillé sans réveil, sans pression ni besoin de me dépêcher ni de prouver quoi que ce soit, juste la lumière filtrant à travers le rideau et le poids discret d'une couverture qui ne me gratte pas. Après le petit déjeuner du pain grillé, du thé et la dernière confiture de fraises de Tadeo, je lui ai demandé un stylo et du papier. Il me les a apportés sans me demander pourquoi. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant si longtemps avant d'écrire le premier mot. Valentin. J'ai fait simple. Pas d'accusation. Pas de drame. Je l'ai remercié pour les premières années, quand il me souriait encore, quand nous rions en regardant du riz brûlé et de vieilles émissions à la télévision. Je lui ai rappelé le jour où il portait mon sac quand mon dos me lâchait. Le jour où il avait réparé mes lunettes de lecture avec une pince. Alors je lui ai dit la vérité. Je ne lui en voulais pas d'avoir changé. C'est comme ça. Mais je refusais de porter la culpabilité qu'il essayait de me transmettre, comme une assiette cassée que je devais cacher. Je ne porterai pas ce que tu as laissé tomber. Tu m'as écrit. Tu m'as choisi aussi. Je choisis.
Quand j'ai eu fini, j'ai plié le papier soigneusement, comme si c'était important. Je me suis placé devant le lavabo de Tadeo. J'ai allumé un coin avec une allumette et je l'ai tenu, tandis que la flamme se propageait. Le papier s'est recroquevillé, a noirci, s'est transformé en cendre. Je l'ai regardé jusqu'à ce que la dernière braise s'éteigne dans l'évier. Plus tard, Tadeo s'est assis avec moi sur le canapé, un petit album photo à la main. Il tournait les pages lentement. Le sourire d'un enfant édenté. Un costume d'Halloween aux ailes tordues. Une photo de remise de diplôme avec la casquette inclinée. Je me suis toujours demandé ce qu'elle était devenue, a déclaré la femme à la signature soignée sur les formulaires, celle qui m'a confié à l'adoption. Je ne savais pas comment réagir, alors je ne l'ai pas fait. Elle m'a alors regardé, non pas comme un étranger, non pas comme quelqu'un de curieux, mais comme quelqu'un qui avait déjà décidé qui elle était. Je suis plus forte qu'ils ne l'ont jamais imaginé, a-t-elle déclaré. Et à cet instant, je l'ai cru. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement laissé les mots s'installer dans le silence, comme s'ils y avaient leur place. Je n'avais pas fêté mon anniversaire depuis des années ou pas vraiment. Peut-être un morceau de gâteau en solitaire, ou un appel. Ça ressemblait plus à une obligation qu'à une joie. Alors, quand Tadeo m'a dit qu'il voulait préparer le dîner ou quelque chose de simple, j'ai souri et hoché la tête. Mais je n'attendais pas grand-chose. J'ai été surpris. L'appartement sentait le romarin et l'ail quand je quittais la chambre. Sur la table, des serviettes en tissu pliées en triangle pas celles en papier auxquelles j'étais habitué. Des bougies vacillaient doucement dans des bougeoirs dépareillés. Une musique douce jouait en arrière-plan, le genre de musique qui donne à un espace une atmosphère chaleureuse plutôt que bruyante. Leurs invités arrivèrent petit à petit. Une femme nommée Dora, qui enseignait en CE1 et avait apporté son propre pain au levain. Une fleuriste nommée Nilda, les mains couvertes de peinture grâce à un projet personnel. Deux femmes Elsa et Jimena de l'entreprise de Tadeo, m'ont serré dans leurs bras comme si nous nous connaissions déjà. Ils ne m'ont pas demandé pourquoi j'étais là. Ils m'ont juste fait une place. Tadeo a cuisiné du poulet rôti au citron, des haricots verts aux amandes et des petits gâteaux au chocolat dans des moules en verre. Nous avons fait circuler des assiettes. Nous avons raconté des histoires. Nous avons renversé de l'eau et ri de choses que je n'avais pas vécues mais ils m'incluaient quand même. Non pas par pitié, mais par gentillesse. Quand vint l'heure du dessert, Tadeo se leva. Il n'a pas tapoté son vernis s'est éclairci la gorge. Il m'a juste regardé avec fermeté. Pour la femme qui m'a guidé en silence, dit-il. Tu ne me dois rien. Je te dois tout. Il leva son verre et les autres le suivirent. J'ai regardé mon assiette, puis j'ai regardé autour de la table. Mon nom n'était inscrit sur aucune carte, mais il était là, dans chaque geste, dans chaque regard chaleureux, à chaque seconde où il ne me testait pas. Il ne me mesurait pas, ne me manipulait pas. J'ai levé mon verre aussi. Ma main ne tremblait pas. Plus tard, quand tout le monde est parti, et que la dernière assiette séchait dans l'égouttoir. Je suis resté un peu plus longtemps à table, seul. Non pas parce que je me sentais abandonné, mais parce que, pour la première fois, il ne s'attendait pas à ce que je parte en premier. Tout a commencé par un message. Quelques lignes de Valentin Bizy. Quelque chose à propos de ma présence sur Internet. On pourrait parler, dit-il. Pas d'excuses. Pas de chaleur. Juste de la curiosité, légèrement enrobée de nostalgie. Puis Belan m'a envoyé un message, on ne savait pas que tu traversais une épreuve. Valentin a ajouté, tu veux te reconnecter. Comme si je n'étais pas resté sur son porche avec les mains gelées et un sac de course, à attendre. Elias intervint ensuite. Je savais que tu avais contacté l'autre. Maman ne voulait pas que tu te sentes exclu. On pourrait peut-être se voir un de ces jours? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé les messages sur mon téléphone, clignotant doucement. Comme des rappels que je n'avais jamais demandés. Ce n'est que lorsque Tadeo m'a montré l'article que tout a pris sens. Un blog local sur le style de vie avait repris notre histoire. Un fils perdu depuis longtemps retrouve sa mère biologique. Il dort sur un banc. Il y avait une photo de nous à table. Mes mains applaudissaient, Tadeo riait à côté de moi. Les commentaires étaient gentils. Quelqu'un a dit que je lui semblais familier. Un autre m'a reconnu de la laverie. Valentin a rappelé. Cette fois, il a utilisé sa voix. Papa aurait aimé qu'on soit ensemble, dit-il.
Il pense que tu devrais passer à la maison. On pourrait discuter. Et peut-être dîner ensemble. J'ai dit non au dîner. Du café, s'il en voulait. Dans un lieu public. En terrain neutre. Nous nous sommes rencontrés dans un café avec des chaises dépareillées et des plantes trop arrosées pressées contre les fenêtres. Il avait l'air pluvieux. Fatigué. Comme quelqu'un qui ne se souvenait pas s'il avait perdu quelque chose, ou s'il était simplement seul. Je ne m'attendais pas à tout ça, dit-il en remuant son café sans le boire. Moi non plus, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes mal accueilli, a-t-il ajouté. J'ai hoché la tête. Puis je l'ai regardé dans les yeux. Je ne suis pas folle, Valentin, mais je ne suis plus ta gouvernante. Il cligna des yeux, puis hocha légèrement la tête. Le genre qui n'est ni d'accord ni en désaccord. Je comprends simplement que quelque chose a changé. Nous sommes restés quelques minutes de plus, dans un silence qui ressemblait moins à de la douleur, et plus à une porte qui se fermait. Quand nous nous sommes levés, je n'ai pas attendu qu'il me prenne dans ses bras. Je viens de dire que j'étais reconnaissant pour le café. Et la lumière sortait. L'appartement est petit, mais très lumineux. Le matin, la lumière du soleil s'étend sur le sol de la cuisine avant même que j'aie fini ma première tasse de café. J'ai appris à mesurer mes journées, non pas par devoir, mais par choix. Je fais mon lit chaque matin, non pas parce que quelqu'un pourrait passer, mais parce que j'aime la sensation de tirer une simple couverture sur moi le soir. Les voisins sont gentils. Mercedes, une dame âgée, frappe doucement le mercredi, demandant de l'aide avec son téléphone portable. Paloma, une jeune mère célibataire, m'a demandé un jour si je pouvais lui apprendre à faire des enchiladas comme celles que j'avais apportées à une réunion. Maintenant, le samedi après-midi, nous cuisinons ensemble. Sa fille se tient sur un tabouret à côté de nous, nous observant attentivement, comme si nous peignions quelque chose de sacré. Tadeo vient me rendre visite une fois par semaine. Parfois, il m'apporte des fruits, des fleurs ou un nouveau type de thé qu'il pense que j'aimerais. Parfois, il vient tout simplement avec lui-même et une histoire tranquille sur sa semaine. Nous sommes assis sur le balcon, lui en chemise à col et moi en pantoufles, tous deux regardant les oiseaux se rassembler sur les fils, comme s'ils planifiaient quelque chose en silence. Nous ne parlons pas beaucoup du passé. Ce n'est pas que cela n'a pas d'importance, c'est juste que cela ne prend plus tout l'espace. Valentin appelle encore de temps en temps. Parfois je réponds. Nous parlons aux deux fois aux deux choses neutres. La météo. Les nouvelles. Petits souvenirs qui ne font pas mal. Il ne demande pas à me rendre visite. Et je ne l'invite pas. Peut-être un jour. Peut-être pas encore. Il n'y a plus qu'une seule clé sur mon trousseau de clés maintenant. Un modèle simple en argent, doux au niveau de la courbe après des années d'utilisation. Cela n'ouvre qu'une seule porte, la mienne. Et ça suffit. Aujourd'hui, je suis allé au marché et j'ai acheté un petit bouquet de fraises et de menthe. Je l'ai emballé dans du papier craft marron, je l'ai ramené à la maison et je l'ai placé délicatement dans un bocal en verre sur le rebord de la fenêtre. La lumière du soleil se déplaçait, transformant les murs en une douce couleur ambre. Le genre de lumière qui donne l'impression que tout est enfin à sa place. Je suis resté là un long moment, la porte s'est fermée doucement derrière moi, l'air était calme et doux. Les fleurs s'étendent, légèrement, vers la chaleur. Et pour la première fois depuis très longtemps. Je savais exactement où j'étais.